Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. En ce dimanche 22 décembre 2024, nous venons d'apprendre par déclaration officielle américaine qu'un F-18 Super Hornet, qui appartenait au porte-avions USS Harry S. Truman, pour être précis à l'unité VFA 11, les Red Reapers, a été abattu cette nuit par une frégate d'escorte du groupe aéronaval. Il s'agit donc de ce qu'on appelle un blue on blue, un bleu sur bleu, un tir fratricide en français. Heureusement, l'équipage, le pilote et le WISO, Weapon System Officer, ont pu s'éjecter, ont été récupérés avec seulement des blessures légères. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on revienne sur différents chapitres. Le premier sur les faits, tels qu'on les connaît, mais également un pilote dans son F-18 a-t-il des alarmes qui arrivent dans son cockpit s'il se fait tirer dessus par une Gettysburg, par exemple. Dans un deuxième temps, très rapidement, on va présenter les players, les protagonistes, le Truman, le Gettysburg, rapidement le F-18. Dans un troisième temps, nous allons nous poser la question des fameux FRAT. Est-ce que c'est monnaie courante? Et spoiler alert, le dernier qu'on a traîné sur la chaîne, c'était le 30 août dernier, avec Moonfish, le pilote de F-16 ukrainien qui a été abattu par son camp. Et ensuite, derrière, nous allons étendre un petit peu notre réflexion en nous posant la question de la réalité de l'impact de ce tir fratricide pour des armées professionnelles et notamment pour le groupe aéronaval du Truman qui venait d'arriver sur zone le 14 décembre dernier, après notamment une escale à Marseille. Vous allez voir que avec une armée de métier, c'est peut-être un peu plus compliqué à accepter, mais qu'à la fin, un groupe aéronaval, comme une entreprise, comme un pays, comme une nation, ça va être défini par la qualité de son maillon le plus faible, et c'est surtout au combat qu'on s'en rend compte. Allez, aujourd'hui, pas de montage, les monteurs sont en vacances bien méritées après une longue saison à essayer de vous informer, donc on attaque directement dans le dur. Si vous voulez avoir une vidéo avec plus de montage, avec présentation du matériel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on attaquera tout ça une fois qu'on a peut-être un peu plus d'éléments disponibles, mais je ne vous cache pas qu'une des raisons pour laquelle je fais cette réaction à chaud, c'est que je pense que le compte-rendu sera classifié à bien 95%, car il s'agit probablement d'une mission de guerre. Et pourquoi je vous dis ça? Regardons les faits. Au niveau des faits, c'est un F-18 Super Hornet abattu par l'USS Gettysburg. Ça, on le sait, c'est en mer Rouge. On sait également que les militaires américains, mais également britanniques, ce week-end, ont fait des frappes contre le Yémen, notamment après que les Houthis, ou Ansar Allah, si nous souhaitons être précis, ont ouvert le feu sur Israël et ont réussi à toucher Israël avec un missile balistique il y a seulement quelques jours. Donc il y a eu une réponse israélienne, il y a eu pas mal de frappes même israéliennes ces derniers jours sur le Yémen, et là on a eu une réponse américaine et britannique conjointe, comme on peut le voir depuis janvier environ, depuis le début d'année, et ça n'a pas tant empêché ça. Et ça n'a pas tant empêché que ça, les Houthis de gêner le trafic mondial. Je vous rappelle qu'en cette fin 2024, le trafic mondial est toujours grandement perturbé, ce qui impacte l'Europe, ce qui impacte également les Égyptiens. Au niveau des unités protagonistes, vous avez le Truman. Alors le Truman, il a été lancé en 98, opérationnel en 98. Vous avez quasiment 6000 personnes à bord, 88 000 tonnes, environ 70 aéronefs, du Super Hornet, du Hawkeye, de l'hélicoptère. Et eux, ils tiennent leur nom du 33e président des États-Unis. Et leur petit motto, comme on dit, leur petit slogan, c'est « La patate chaude s'arrête ici. The buck stops here ». J'ai eu la chance de faire ma qualification à l'appontage sur le Truman. J'ai donc 10 appontages, 10 catapultages du Truman. J'ai également fait officier de liaison dessus en 2013 dans le Golfe, si je dis pas de bêtises. Et après, derrière, j'ai eu la chance de le protéger également. C'était 2015-2016 dans le Golfe, encore d'autres histoires. Petit point rigolo, leur chaîne d'information continue sur le bateau s'appelle Synergie et je pense que ça va être un terme un petit peu à la mode pour le groupe aéronaval dans les prochains jours. Vous l'avez peut-être vu dans les films L'Arme des Soleils, c'était en 2003. L'autre navire, le tireur du jour, le bon chasseur, plutôt le mauvais chasseur, il a tiré alors qu'il n'aurait pas dû, c'est l'USS Gettysburg. Et lui, c'est intéressant. C'est une classe Ticonderoga. En gros, vous avez deux grosses classes. Vous avez les Harleyburg, vous avez les O.H. Perry, et puis vous avez les Ticonderoga, qui sont des navires assez impressionnants. Lui, il a été lancé en 91, il fait 9600 tonnes, et leur petit slogan, c'est « Deeds, not words ». Donc, c'est les actes, non les mots. Forcément, ça va prêter à
quelques blagues, je pense, dans les prochains mois. Ils sont environ 330 à bord et ils ont du SM-2, du SM-3 dont on a déjà parlé sur la chaîne, de l'E2SM, mais, point important, en 1996, ils ont eu une collision avec une frégate iranienne qui n'avait pas fait trop de dégâts. Par contre, en 2015, l'USS Gettysburg, qui tient son nom d'une grande bataille pendant la guerre de sécession, il a été arrêté. Il a été arrêté du 30 septembre 2015 à 2023. Ils ont investi 200 millions de dollars sur sa rénovation, un programme qu'ils appellent le Service Life Extension Programme. Et pour l'instant, c'est le seul destroyer à y être passé. 200 millions de dollars pour le remettre à niveau. Et là, en fait, c'est sa première grosse sortie en mer opérationnelle depuis, du coup, 2014-2015. Donc peut-être un nouvel équipage, ça va être intéressant à débriefer. Et notre équipage de F-18 qui partait possiblement, mais on ne sait pas, faire la mission de bombardement ou qui en revenait, ou qui faisait de l'escorte, ou de la protection de l'espace aérien, ou même du ravitaillement, on en fait des missions dans la marine, eh bien eux, c'est les Red Reapers, ça existe depuis les années 50, ils sont sur Super Hornet, donc comme on a dit, très important, c'est du biplace. Maintenant, quand vous êtes dans votre F-18, si un radar ennemi vous accroche ou même vous détecte, vous allez avoir votre guerre électronique qui va vous le dire, voire même sur certains écrans, ça va apparaître et ça va essayer de localiser la position d'où provient l'adversaire. Donc dès qu'un radar vous illumine, dès qu'un radar vous éclaire, alors il vous éclaire s'il vous détecte, il vous illumine, il vous cible, vous allez avoir des remontées d'informations différentes, mais tout ça dépend de comment votre informatique embarquée est programmée, ce qu'on appelle la bibliothèque de guerre électronique, la BIB-GE. Et pour éviter d'avoir des alarmes toutes les 3 secondes, eh bien, quand c'est un radar allié, typiquement le radar du Gettysburg, typiquement le radar du Truman, typiquement un SM Patriot, eh bien vous n'allez pas avoir d'alarme. Vous allez avoir un indicateur qui vous dit qu'il y a effectivement un radar dans ce coin-là, mais vous n'allez pas avoir de remontée, ça ne va pas être en rouge, ça ne va pas chercher à attirer votre attention. Sinon, vous passez votre vie à avoir des alarmes qui proviennent des systèmes alliés. Donc il y a une grosse importance dans la préparation de mission au niveau de la guerre électronique pour nos experts de la GE, pour bien expliquer à l'informatique telle forme d'onde, tel type d'onde, c'est ami, telle forme d'onde, tel type d'onde, c'est ennemi, et ça devrait être tel système fait apparaître tel indicatif, tel système sur le système embarqué, voire même on met des systèmes de réaction automatique au niveau de la guerre électronique ou des leurres ou des chaffes, des programmes, comme on dit, qui sont réfléchis pour justement optimiser nos chances de survie face à un accrochage de, par exemple, un missile air ou un missile air-sol, fonction du type. Donc ça, c'est très réfléchi, mais que face à du système adverse. Si c'est un allié qui vous tire dessus, il y a quand même, j'ai envie de vous dire, 80% de chances pour que le pilote ne soit jamais au courant et à un moment, ça risque de faire mal. Donc ce qu'il faut voir, c'est que s'ils ont survécu, tant mieux. C'est peut-être que soit la charge militaire n'était pas énorme, donc on est plutôt sur de l'E2SM que sur du SM, qui sont des missiles plus gros, soit que l'explosion a eu assez loin, donc il va avoir une fusée de proximité qui va après envoyer des morceaux et que l'avion, c'est quand même gros, un Super Hornet a plutôt été touché de l'arrière, ou alors autre possibilité, il y a eu annonce, il y a eu conscience de la situation de la part de l'équipage qui se faisait tirer dessus, et ils ont alors commencé à réagir, ou ils ont pu réagir sur la fin, par exemple faire un break très fort, manœuvrer de manière très forte, ce qui a permis peut-être d'éviter le pire et qui a fait exploser le missile un petit peu plus loin. Donc peut-être que l'équipage a sauvé sa vie aussi grâce à leur conscience de la situation ou grâce à un appel de la part du Gettysburg qui leur a dit « on a tiré, on ne peut pas annuler le tir ». Pourquoi on ne peut pas annuler le tir? En fonction de l'armement que vous tirez, c'est pas comme par exemple des torpilles philo-guidées, vous ne pouvez pas décider d'abandonner le tir. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, sur des missiles qui sont tirés-oubli, le missile est parti. Si vous tirez un missile RR, c'est un missile tiré-oubli, un Fox 3, il est parti. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Par contre, vous pouvez hurler à la radio, attention, tel avion à tel endroit, fais demi-tour, il y a un missile qui vient vers toi. C'est déjà arrivé par le passé. Donc, je vous propose qu'on regarde un petit peu les tirs fratricides. Les tirs fratricides, il y en a eu pas mal pendant les différentes guerres du Golfe, notamment en 2003. Je vais vous donner 2-3 petites dates. Le 2 mai 2003, il y a un F-18C, l'ancienne génération de F-18, qui a été abattu par un Patriot. Le pilote de la Navy est décédé. Mais 2 mois avant, c'était un GR4, un Tornado de la Royal Air Force, qui était à son tour abattu par du Patriot également. Les 2 membres d'équipage étaient décédés. Pour la petite histoire, 2 jours après, c'est un pilote de F-16 qui a tiré sur un Patriot. Ça, c'est pas banal, mais il a tué personne au sol, il a quand même abîmé le site. En 94, on en a parlé sur la chaîne, rappelez-vous, les 2 hélicoptères Black Hawk, avec notamment des Français à bord, qui avaient été abattus par des Américains de l'US Air Force. Donc les tirs fratricides dans le Golfe, malheureusement, c'est déjà arrivé.
Vous avez également des tirs fratricides qu'on a vu en Ukraine. Donc il y a le Grey Wolf, un pilote de chasse très expérimenté qui aurait été abattu, je parle parce que là on n'a pas confirmation officielle, le 25 février 22 au-dessus de Kiev. Au vu des portées d'engagement, c'est probable que ce soit du fratricide. Par contre, dessus, on a Moonfish le 30 août dernier avec son F-16 qui a été abattu par les défenses ukrainiennes. Et je vous l'avais dit, si on fait une no-fly zone en Ukraine, il faut s'attendre à du frat. On voit, c'est compliqué, de la gestion de l'espace aérien. Mais dans des cas extrêmement connus, vous avez surtout l'USS Vincennes qui, en 88, a ouvert le feu contre un vol Iran Air, un Airbus A300 qui avait 290 personnes à bord, dont 66 enfants, et qui a abattu un avion de ligne, le prenant pour un F-14 iranien qui venait l'attaquer. Donc ça arrive d'autant plus qu'il y a des tensions dans la zone et que les équipages sont tendus. Par rapport à l'OTAN, rappelez-vous, en 2018, on a Eurofighter 2000 espagnol qui a ouvert le feu lors d'une mission d'entraînement contre un Mirage 2000-5. Heureusement, le pilote du Mirage 2000-5 a réussi à éviter le tir. Donc ce genre de tirs qui ne font pas but, comme le Typhoon contre le Tir-5, ou alors des tirs qui malheureusement font but, on a vu avec le Patriot, on a vu avec l'USS Vincennes, c'est déjà arrivé, et spoiler alerte, ça re-arrivera. Maintenant, à bord, on a des systèmes, je ne vais pas de la guerre électronique, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est qui, surtout de nuit? Vous avez des fois des radars qui peuvent essayer d'identifier le type d'aéronef, notamment en regardant au niveau des turbines. Mais ça, par exemple, le Mirage 2000 sait faire. Mais par contre, vous allez normalement utiliser l'IFF. Donc les avions de ligne, ils ont un transpondeur. Vous transpondez. Vous avez un système à bord, vous mettez un code, et comme ça, les radars vous interrogent, et vous savez quel est le numéro de ce transpondeur. Ça vous permet de savoir qui est qui. Dans l'aviation combat, on a l'IFF. Indicator Friend or Foe. Donc c'est l'indicateur qui vous permet, si c'est un gentil, vous saurez si c'est un gentil ou si c'est un méchant. Et là, on a différents modes. Vous avez le mode 1, vous avez le mode 2, vous avez le mode 3, qui est généralement le mode sur lequel on met notre transpondeur civil, le numéro. Et après, vous avez le mode 4. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tous ces modes. Vous avez vu, il y en a plusieurs. Mais il y en a certains où vous allez dire, ma mission, c'est, par exemple, de l'osciller, de l'attaque. Ma mission, c'est de la défense. Et ça, c'est un mode du transpondeur. Vous avez également des fois un mode qui est lié directement au numéro de l'avion, qui change jamais. Vous avez également un mode qui va dépendre de ce qu'on appelle de l'ATO, de l'Air Task Order, pour faire très simple, du jour. Si vous êtes dans le secret et que vous savez quel est le code secret du jour, eh bien vous le savez, vous le mettez dans votre informatique. Comme ça, quand quelqu'un vous détecte, il voit une piste radar, avant de tirer, normalement, il va appuyer sur son indicateur Friend or Foe. Il va vous demander, il va envoyer une onde, il va demander à votre avion quel est ton mode 4, par exemple. Et là, si la réponse revient comme étant le mode 4 prévu pour aujourd'hui, eh ben c'est bon. Alors les petits pièges, c'est quoi? C'est par exemple autour de minuit, si vous n'avez pas fait votre mise à jour de mode 4. Les autres petits pièges également, c'est si votre système est en panne, forcément. Maintenant, la menace qu'il y a et contre laquelle le groupe aéronaval s'est défendu, toujours d'après des sources officielles ces derniers jours, c'est des drones qui viennent de Ansar Allah. De ce que l'on a vu, ces drones ont plutôt tendance à voler à basse vitesse ou alors dans du moyen supersonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, en plus des critères d'IFF, vous allez avoir des critères de trajectoire et des critères de vitesse et d'altitude pour pouvoir habiller, comme on dit, décider si un contact est gentil ou ennemi. Et sur porte-avions, sans rentrer dans les détails secrets, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez de la coordination entre différents bateaux pour se mettre d'accord sur qui doit engager quoi et qui détecte quoi. Le gros objectif d'un groupe aéronaval, c'est de pouvoir détecter, identifier et après engager si besoin à une certaine distance. Dans un cas comme l'Al Truman, on peut s'attendre à ce qu'un engagement assez loin soit fait par des chasseurs en l'air, à ce qu'un engagement à certaine distance soit fait par un certain type de missile, et qu'après un engagement à plus courte distance soit fait par exemple, du canon embarqué ou d'autres navires d'escorte. Donc tout ça a été très réfléchi. À partir de là, avoir un navire qui abat un des avions, c'est quand même assez incroyable, mais surtout ça veut dire qu'il y a eu un problème dans l'habillage de ce Super Hornet. Donc quand vous décollez du porte-avions, initialement, vous avez votre transpondeur souvent qui n'est pas allumé, vous allez l'allumer à une certaine distance du bateau pour cacher la position du bateau. Et à ce moment-là, vous allez rentrer en contact avec certaines fréquences pour vous faire habiller, pour que tout le groupe aéronaval, au niveau de sa conscience de la situation, de son partage d'informations, sache que ça, c'est le Super Hornet qui doit faire telle mission. Donc,
quand vous partez faire votre mission, vous disparaissez des radars, tout ça. Quand vous revenez, pareil, vous devez vous faire rhabiller. Si vous n'êtes pas habillé, vous prenez le risque de vous faire engager au retour au bateau. Donc il y a des procédures prévues pour ça. Ce sera très intéressant de voir, je ne sais pas si on le saura un jour, qu'est-ce qui a péché dans le cas de ce dimanche. Voilà un petit peu pour la partie, on va dire, technique. Maintenant, vous savez qu'on a des IFF, vous savez qu'il y a de l'habillage prévu pour les bateaux, qu'il y a des procédures pour ça, que l'engagement ne se fait pas comme ça au pied levé, mais néanmoins, ce qu'on voit face au outil, c'est que si c'est un drone lent, vous avez le temps pour l'engager. C'est un missile de croisière, vous avez plusieurs, on va dire, dizaines de secondes pour l'engager. Si c'est un missile balistique, là par contre, les fenêtres d'engagement sont beaucoup plus courtes. Donc la décision doit venir plus vite. Maintenant, normalement, une trajectoire de missile balistique, c'est pas du tout celle d'un F-18. Surtout à ces distances-là, le F-18, il y a de grandes chances qu'il était plutôt en moyenne altitude. Mais on ne sait pas, on verra. Dernier point, il existe sur certains systèmes un mode d'engagement automatique. Ça veut donc dire que l'informatique embarquée va engager, va ouvrir le feu toute seule, sauf si on lui dit « ne tire pas ». C'est rare d'avoir les frégates en mode automatique parce que vous pouvez vite vider vos munitions, mais l'enquête, encore une fois, j'ai peur qu'on ne sache jamais, nous en dira plus. Quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est l'impact réel de ce tir fratricide sur le moral du Truman, des pilotes de chasse en général et d'une armée professionnelle. Ce qu'il faut voir dans une armée professionnelle, c'est que 100% du personnel s'est porté volontaire pour rejoindre et pour servir son pays. Il y a donc un engagement volontaire, une volonté de servir, et pour ces métiers, forces spéciales, sous-marins, pilotes et même maintenant à surface, il y a cette réflexion sur le fait de donner sa vie pour son pays. Et là, si vous posez la question à des militaires professionnels, 99,9% vont vous dire « ça ne me pose pas de souci » si c'est pour une mission qui serve quelque chose, un vrai intérêt. Si c'est pour mourir bêtement abattu par un collègue, c'est beaucoup plus dur à accepter. Et donc ça, c'est un point important. Pourquoi c'est un point important? Parce que quand il y a des opérations de combat depuis maintenant des mois contre les Houthis, se faire abattre par les Houthis, avoir une panne là-bas, être prisonnier, ça fait partie du job. Par contre, se faire abattre par un collègue autour du bateau dans une zone qui est complètement la nôtre, ça fait beaucoup plus mal. Ça fait d'autant plus mal que la plupart des pilotes ont des familles et que vous avez donc une pression familiale qui existe, qui est très présente dans la marine parce que c'est un métier où vous faites beaucoup de sacrifices d'un point de vue familial. Ça part 5, 6, 7 mois en mer et donc voilà, vous manquez à vos proches. Et si en plus vos proches se disent, mais parce que c'est dans la presse, je risque de te perdre parce que tes collègues du Gettysburg, c'est des cow-boys, ils tirent sur tout ce qui traîne, ça vous met une pression supplémentaire. Et ça vient attaquer le moral / l'alignement à la mission. Donc ça va être le gros danger, je pense, contre lequel les Américains vont devoir se battre. C'est tout simplement la motivation / l'engagement, quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. Et face à un fratricide comme ça, heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais ça va forcément faire réfléchir tout le monde sur un gros point très présent dans les armées, mais dans l'aviation de manière générale, c'est le niveau de standard. Le niveau de standard, c'est quoi? C'est pour pouvoir être opérationnel, pour pouvoir confier une centrale d'opération, un CO sur le Gettysburg, pour pouvoir confier un F-18. Normalement, il faut avoir prouvé que vous êtes à un certain niveau de standard professionnel. C'est comme ça qu'on fonctionne et ça marche très bien. Problème, je vous invite à googler les collisions de l'US Navy en Asie avec des navires marchands. L'US Navy a eu des petits soucis de standard ces 5-6 dernières années au niveau de ses surfaciers, de ses officiers de marine qui gèrent les bateaux. Il y a eu des décès à cause de navires de guerre qui percutent des navires marchands ou des tankers dans certaines zones de l'Asie. Donc ils ont perdu leur amiral, il a sauté, il y a eu pas mal de réalignement, de reformation au standard, mais forcément, ça va, on va dire, faire penser aux autres collègues que peut-être que mes collègues du Gettysburg, ils sont tout simplement pas au standard. Et si vous commencez à avoir une crise de la confiance entre différentes unités, ça peut poser des vrais soucis. Donc ça, c'est vraiment très important pour le travail en équipe, avoir conscience que les collègues sont au standard et normalement par l'entraînement, par les workups, par la montée en compétence du groupe aéronaval quand il part à la mer, tout le monde prouve qu'il est au standard avant qu'on parte faire la guerre. Donc ça va être un point très intéressant et je vous renvoie vers l'US Navy qui faisait des collisions il n'y a pas très longtemps. Le dernier point, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus méchant, mais tout le monde le sait, vous avez forcément une hiérarchie RH. Comment se font les affectations dans l'armée? Ça se fait généralement au classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Prenez une promotion de pilote. Vous avez 10 pilotes. Le major de promotion va dire « moi je veux faire chasse », pouf, il va avoir chasse. Si on va dire le numéro 3 dit « je veux faire hélico », il aura le droit de faire hélico. Mais généralement, ce qu'on retrouve, et c'est des généralités, c'est pas vrai à 100% du cas, mais au moins à 90%, à mon époque c'est à 99%, vous avez généralement les majors de promotion dans la marine, ils sont plutôt intéressés par les sous-marins, plutôt intéressés par l'aviation, plutôt intéressés par les forces spéciales. Et donc vous vous retrouvez, encore une fois, il y a toujours des exceptions, avec les meilleurs éléments qui se retrouvent sur ces métiers-là et des personnes plutôt dans le milieu ou bas de classement qui vont se retrouver avec des affectations différentes, vas-y un bateau, vas-y un truc ou autre. Et à partir de là, forcément, ça va jouer sur le niveau de standard, normalement non, sinon ça marche pas, mais ça peut jouer sur le niveau des gens et également la manière dont les gens se perçoivent. Je m'explique. Si vous êtes pilote de chasse, que vous vous entraînez très dur tout le temps, que vous avez une énorme culture de l'opérationnel, et c'est le cas par exemple au VFA 11, eh ben, vous vous dites, il semblerait que sur le bateau d'à côté, ça joue au Monopoly, ils sont beaucoup plus cool et ils ne mettent pas à profit leurs 24 heures pour créer un maximum de valeur professionnelle, et du coup c'est peut-être eux qui vont me tuer plutôt que l'ennemi. Voilà, ça pose des gros soucis de cohésion. Donc moi je pense que le problème qui va arriver dans le groupe aéronaval et le problème qu'ils vont avoir à résoudre, ça va être ce problème de la confiance, ce problème de maintien du standard. Il va falloir que le Gettysburg explique pourquoi ils ont fait ce tir. Il va falloir qu'ils proposent quelque chose pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Et j'ai envie de vous citer John Powell. La seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun enseignement. Donc pour bien connaître les Américains, là ce que tout le monde attend d'eux, c'est qu'ils prennent l'ownership, la responsabilité de leurs erreurs, qu'ils expliquent pourquoi ils ont fait cette erreur et surtout qu'ils expliquent pourquoi ils ne feront plus cette erreur. Et s'ils font ça, le groupe aéronaval va pouvoir refonctionner correctement. S'ils commencent à expliquer que c'est pas leur faute, que c'est à cause de l'avion, qu'il n'avait pas mis son transpondeur, que si, que ça, que eux ils ont rien fait de mal, ça va poser des gros soucis dans le travail en équipe du groupe aéronaval. Mais connaissant les Américains, normalement, ils ne devraient pas fonctionner comme ça. Dans tous les cas, c'est important de se rappeler, un groupe aéronaval comme une équipe, c'est comme une ancre de marine, et votre ancre, eh bien, elle est seulement aussi forte que son maillon le moins faible. D'où l'importance du standard, d'où l'importance d'apprendre de ses erreurs et d'accepter d'apprendre de ses erreurs. Il va falloir que les compères du Gettysburg laissent leur ego de côté, et c'est ce qui permettra au groupe aéronaval américain d'en sortir grandi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Désolé de ne pas avoir fait de montage sur cette vidéo, hein, c'est les fêtes. Je retourne en famille et fly safe.